Bonjour pour cette deuxième vidéo. Donc dans cette deuxième vidéo, nous allons parler des marqueurs. J'ai oublié de vous dire, mais il y a une animation sur laquelle vous pouvez vous entraîner juste pour replacer les étapes des Alpes. Donc c'est tout simplement un dessin sur lequel vous allez replacer les différents schémas qui montrent toutes les étapes de la formation de la chaîne des Alpes, avec le texte qui va avec. Donc si vous ne pouvez pas ouvrir cette animation, ce n'est pas grave, vous passez à autre chose. C'est pas indispensable, c'est seulement pour vous entraîner. Si votre ordinateur permet de lire ce document, tant mieux. S'il ne le permet pas, tant pis. Ce n'est pas absolument indispensable. Vous avez de toute manière les schémas que je vous ai envoyés. Donc on va passer maintenant aux marqueurs d'un océan alpin disparu. Donc il y a deux types de marqueurs. Il y a les marqueurs qui permettent de déterminer qu'il y a bien eu un océan alpin avant qu'il y ait la chaîne de montagnes. Et puis il y a des marqueurs qui sont associés aux chaînes de montagne. Donc des marqueurs qu'on va trouver que dans les chaînes de montagne, dans les zones de collision. Donc on va commencer par parler des preuves qui attestent de l'ancien océan disparu. Et donc la première preuve qu'on va avoir, c'est ce qu'on va appeler l'ophiolite. Donc là, c'est une définition qu'il faut noter dans vos cahiers. Une ophiolite, c'est une roche typique de la lithosphère océanique, avec par exemple des péridotites, des gabbros et des basaltes, qui va être soulevée et charriée sur un continent. Le plus souvent, ces roches sont incorporées dans la structure des chaînes de collision. Donc une ophiolite, c'est un morceau de lithosphère océanique qui se retrouve sur un continent. Voilà l'exemple de l'ophiolite française, qui est très connue dans le monde entier, qui s'appelle le Chenaillé. Le Chenaillé, c'est le nom de la petite montagne que vous avez devant les yeux. C'est un mont. Et donc le Chenaillé, il est particulier parce qu'en fait, il est composé de roches typiques de la lithosphère océanique. Vous avez des basaltes en coussin. Donc les basaltes en coussin, si vous vous rappelez, ce sont ces basaltes qui se forment au-dessus d'une dorsale. Donc ici, ces basaltes, ils se sont formés il y a très 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 longtemps, 240 millions d'années, dans une dorsale, sous les océans. Et ils ont passé des millions d'années sous l'océan, et ensuite ils ont été pris dans la chaîne de montagne. Ils se sont retrouvés au milieu de la chaîne de montagne, puis il y a eu l'érosion. Et grâce à l'érosion, on les trouve maintenant à l'air libre au-dessus du continent. Donc vous avez une ligne ici qui est représentée, c'est une faille. Donc vous avez ici une faille, on peut même parler dans ce cas-là d'un chevauchement. Donc vous avez une faille qui a permis à l'ophiolite de glisser sur le continent. Donc l'ophiolite est là, le continent il est ici, c'est des calcaires et des schistes. Et vous avez donc un continent beaucoup plus qui était au départ dessus les ophiolites, et les ophiolites sont passés dessus par le jeu d'une faille. Donc vous avez les basaltes et les gabbros. Donc voilà un exemple d'ophiolite. En plus des ophiolites, vous pouvez trouver des fossiles typiques d'un océan, ici un poisson, qu'on va trouver pourtant dans une chaîne de montagnes, à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Donc pour les marqueurs de la collision, donc là c'était les marqueurs de l'océan, maintenant vous avez des marqueurs de collision, avec des déformations et des raccourcissements. Tous les marqueurs de la collision sont ici dans la liste, c'est tout ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler des plis, des failles inverses, des chevauchements, des nappes de charriage et des racines crustales. Donc je vais vous parler de ces 5 choses-là. Il y en a qui sont assez intuitifs. Les plis, qu'est-ce qu'un pli? C'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que si vous prenez des roches et que vous les déformez de manière tranquille, c'est-à-dire on n'y va pas par à-coups, on appuie de façon régulière et douce, on va obtenir des plis, c'est-à-dire ceci. Vous voyez, c'est plissé. Donc ça s'est épaissi. Ici, vous aviez peut-être 5 cm et là, vous en avez 25. Donc on a déjà épaissi les couches par des plis. Donc ça, c'est une modélisation. Dans la réalité, vous allez voir ceci. Donc des roches plissées, là. Donc le pli, c'est une déformation souple d'un ensemble de roches résultant de leur compression. Donc si on comprime, les roches vont se déformer. Mais attention, c'est une déformation souple. Que se passe-t-il si on a une déformation brutale? C'est-à-dire par exemple ici, si j'avais donné un coup de poignet plutôt que d'y aller tranquillement, si j'avais donné un coup, j'aurais eu une faille. On en a d'ailleurs quand même, ici il y a une petite faille.
Donc les failles, vous avez appris les failles normales qui étaient dans les dorsales. Et dans les chaînes de montagne, vous allez trouver des failles inverses. Ici, vous avez une belle faille inverse là. Donc c'est une cassure dans les roches provoquée par une compression qui entraîne un déplacement relatif d'une partie rocheuse sur une autre. Et surtout, la partie située au-dessus de la faille, celle-là, est en train de monter par-dessus la partie qui est située en dessous. Donc la faille inverse, vous avez la partie au-dessus qui monte sur la partie en dessous, alors que dans les failles normales, c'est l'inverse. Dans les failles normales, vous auriez le bloc au-dessus qui descendrait sur le bloc en dessous. Donc là, ça monte. Donc voilà une faille inverse provoquée par une compression. Vous avez ensuite le chevauchement. Donc le chevauchement, c'est un peu la même chose qu'une faille inverse, mais à une échelle plus grande. Donc vous avez un ensemble de roches qui en recouvre un autre suite à un mouvement tectonique compressif. Donc vous voyez ici, c'est pas seulement une petite faille, c'est vraiment tout un ensemble de roches qui est en train de se déplacer sur un autre ensemble de roches. Si je devais trouver une photo pour représenter ça, je n'aurais qu'à prendre celle-ci par exemple. Là, ceci est un chevauchement. Vous avez un ensemble de roches qui est remonté sur un autre ensemble de roches. Basalte et gabbro sont en train d'être remontés par un chevauchement au-dessus des calcaires et des schistes continentaux ici. Donc vous avez le pli, la faille inverse, le chevauchement. N'oubliez pas de noter les définitions dans votre cahier. Ensuite, vous avez la nappe de charriage. Alors la nappe de charriage, c'est là encore une forme de faille inverse, sauf que c'est beaucoup plus vaste. C'est un ensemble kilométrique qui va être charrié au-dessus d'un autre sur des kilomètres. Donc c'est un ensemble rocheux qui est déplacé au cours de la formation d'une chaîne de montagne qui recouvre un autre ensemble rocheux dont il était initialement éloigné. Donc voilà, on va avoir cette zone de la montagne qui se retrouve au-dessus d'une autre zone de la montagne alors qu'au départ, elles n'étaient pas vraiment à côté. Et ça, on appelle ça une nappe de charriage avec des zones qui sont charriées. Le récapitulatif sous la forme d'un schéma de tous ces éléments, là aussi, c'est quelque chose que je vais vous donner en pièces jointes. Donc un schéma qui montre toutes les déformations possibles à différentes échelles, la faille, le pli, le chevauchement, la nappe de charriage. Voilà les 4 éléments. Ça serait bien que vous sachiez les faire en dessin. Donc entraînez-vous à les recopier éventuellement. Ensuite, vous avez la racine crustale qui est une déformation à l'échelle tectonique, donc on est quasiment à l'échelle de la planète. Vous avez la croûte continentale qui va s'enfoncer dans le manteau et ça va créer ici une racine. Donc si vous avez un relief, les Alpes, c'est quoi? C'est 4000 mètres de relief, alors qu'en profondeur, c'est presque 30 km de profondeur. Donc vous avez un tout petit relief, comme un iceberg. Vous avez un tout petit relief en surface et un immense relief en profondeur qui ne nous est pas visible, qui s'appelle la racine crustale. Vous noterez dans vos cahiers enfoncement de la croûte continentale dans le manteau sous une chaîne de montagne. Cet enfoncement est à l'origine de l'épaississement important de la croûte lors de la formation de la chaîne. Donc la racine crustale. Ils vous ont représenté ici des petites zones. Donc ces zones-là, ce sont des zones qui vont être métamorphiques. Donc vous imaginez les pressions de monstres qu'il y a là. Il y a des pressions monstrueuses. Et donc les roches, elles vont être plutôt froides, mais elles vont être à d'extrême pression. Et ça va avoir tendance à les déformer. Donc on va avoir aussi un autre marqueur de la collision, ça va être ces roches déformées, qu'on appelle des schistes. Voilà un schéma qui récapitule tout ce que vous avez à savoir sur la collision continentale. Donc qu'est-ce que vous devez savoir sur la collision continentale? Vous devez savoir qu'il existe des plis, des failles inverses, des nappes de charriage, que du relief est créé. C'est tout. On ne va pas plus loin. C'est bien si vous retenez aussi qu'on peut avoir des marqueurs de type ancien océan qui vont se retrouver à la surface. Vous avez ensuite un empilement de couches continentales qui vont épaissir la croûte et en particulier la formation d'une racine crustale.
tout ça sous l'effet de forces de convergence. Enfin, un dernier élément que vous pouvez retenir, c'est la schistosité. La schistosité, ce sont des transformations des roches dues à l'immense compression qu'on va mettre dessus. Ça va les transformer physiquement et elles vont devenir des schistes. Vous notez donc dans vos cahiers ce qu'il faut retenir de cette partie. Ça sera la fin du thème 4 sur la géologie. Quand la lithosphère océanique est totalement subduite, deux blocs continentaux de densité égale s'affrontent. La convergence s'accompagne alors d'intenses déformations à toutes les échelles. Les roches sont plissées, fracturées, ce sont les failles inverses, charriées parfois sur des dizaines de kilomètres. De grandes failles traversent la croûte continentale, séparant des blocs qui se chevauchent les uns sur les autres. C'est par cet empilement de couches de croûte que l'on explique la création de relief. Je sais pas pourquoi il y a un le. La création de relief et la présence d'une racine crustale. Les déformations affectent aussi les roches et les minéraux qui les composent. On parle de schistosité. Donc vous notez ce à retenir dans vos cahiers. Et la prochaine fois, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est regarder dans votre livre numérique, pour tous ceux qui l'ont, de bien regarder dans votre livre numérique. Vous avez une page exprès pour faire de l'autorévision avec les solutions à la fin. C'est une bonne solution. Vous pouvez, sur la partie subduction-collision, faire ces exercices d'autorévision avant vendredi. Comme ça, vendredi, vous serez prêt pour faire bien comme il faut les exercices que je vous proposerai sur cette partie subduction et collision. Donc merci pour votre écoute et à très bientôt.